Je vais essayer un peu de voir un peu ce que je vois, de vous dire ce que je vois quand je regarde ce film-là. Parce que c'est un film qu'on doit regarder, quoi. Au sens où regarder et voir. Évidemment à la fin d'une partie où l'espace est un espace d'agglomération identifiable socialement. On est plus proche de la carte, on est plus proche il y a des lieux, il y a des rues, il y a des camions, il y a un monde qu'on reconnaît. On est dans un registre, on va dire, réaliste, entre guillemets, qui rappelle évidemment beaucoup qui réfère à la fois à la réalité de l'immigration, mais beaucoup de films aussi. Ça, c'est la première partie du film, même si elle n'est pas traitée exactement de la même manière que les autres films qui parlent de ce sujet. Ne serait-ce que parce que le personnage ne parle pas. On ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas d'où il vient exactement. Et il a été accompagné par certaines personnes, mais très rapidement, il s'est séparé. Tout le film est, de ce point de vue, on est dans un cinéma moderne classique, on va dire, un personnage qui se sépare d'autres. Beaucoup de films comme ça, réalistes ou néo-réalistes en particulier. On est dans une démarche évidemment de dépouillement, c'est clair dans le film. Hein, on va vers une abstraction, tout ça c'est évident. Quand il y a pas parce qu'il y a beaucoup de détails, puisque le son, pas parce que le film ne parle pas qu'il n'est pas parlant, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de parole qu'il ne dit rien. Évidemment, la bande son, elle est remplie du son de la mer, des mouvements, des vagues. Bien sûr, c'est pour nous dire qu'on est à côté de la mer. Non, c'est pas ça le propos. Ce son-là, il dit, c'est un commentaire. En fait. Ce son n'est pas l'expression sonore, la reproduction sonore d'une réalité environnante, histoire de nous dire, voilà, il y a la mer à côté. Il y a bien sûr quelque chose qui est en plus de ça, c'est-à-dire le flux qui nous remplit la tête et qui lui remplit à lui, sa tête, de désir de traverser dans l'eau cet espace. Cette saturation de la bande-son, elle est l'expression de son désir. C'est pour ça qu'il y a cette insistance. Il y en a un peu trop, plus qu'il n'en faut. On n'est pas juste dans le... Bon, ça c'est évidemment... C'est extrêmement évident. Alors que l'on entend moins de Peter Scott, pas du tout, le bruit que font les personnages qui sont devant lui. Et qui sont le centre d'intérêt, son centre d'intérêt pour le moment. Ça c'est l'anecdote. Ça il s'en fout, c'est pas le problème. Lui il est pris par autre chose. C'est pas un chapardeur, c'est pas un voleur, par quelqu'un qui détecte les bruits et les sons pour trouver le moyen de voler au mieux son objet. Il est pris dans autre chose. Et
personnages, quand on les voit passer, ce sont à peine des personnages, on ne les voit pas, ils n'ont pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout réaliste, on a l'impression au fond qu'ils sont là pour lui. Ils sont en train de lui préparer le travail. Pas, ne le regarde pas, je sais pas, c'est comme s'il n'était pas là, quoi. En fait, c'est le film, quoi, qui parle, c'est le scénario qui parle, c'est pas une suite d'événements du tout. Ils sont là parce qu'ils doivent être là, parce qu'il faut qu'il ait son. On est complètement dans son désir. On est complètement on n'est pas dans un désir, on va dire contrarié, quoi, par une réalité. La réalité, elle est là, elle est imposée par la volonté, le principe même de son propre désir. Ils sont là, ils doivent être là, ils vont mettre ce qu'il faut faire pour lui, pour que ça continue. C'est pas scénarisé, ça. On n'est pas dans le scénario. C'est pour ça que les questions du scénario, Ala dit j'ai écrit, j'ai ajouté une page pendant 7 ans, je sais pas, il a ajouté une page. Parce que c'est pas la question. La question, c'est pas de construire des événements qui se suivent selon des logiques particulières qui nécessitent une écriture, etc. On est dans une autre configuration. Donc, et c'est ça qui fait que parfois on se dit putain, c'est pas mis en scène ça, c'est pas de la mise en scène, c'est pas de la mise en scène d'un texte, quoi. D'ailleurs, le texte, en l'occurrence, il n'existe pas, il va venir après. Il est produit par le film, il n'est pas l'origine du film. Il n'y a pas de texte au départ, et il le répète lui-même quand il dit bon, quand je fais un film, je ne pense pas à un texte, à quelque chose. Il n'est pas le seul. Mohamed le disait aussi. Il dit j'écris pas, je vais vers les choses, et qu'il me parle, ensuite je commence à filmer, ça se construit devant moi, et après nous glosons, nous parlons, nous essayons de mettre des mots. On va y arriver, l'histoire des mots et le texte, d'ailleurs, puisque c'est rapidement, ça va venir. Évidemment, il est clair que ce n'est pas un montage narratif. C'est-à-dire qu'il n'a pas ouvert la porte, il n'a pas regardé si c'est à droite, si c'est à gauche, comment on le fait. En général, et puis ensuite, parce qu'il fait noir, et puis il trouve le truc, ensuite il le touche, il l'identifie, etc. Tous ces détails narratifs de construction n'en ont aucune espèce d'importance. On est dans une mécanique. On est dans une mécanique avec des inserts très rapides. L'essentiel, c'est que la chose se fait. Peu importe. Et ça donne évidemment une dimension, encore une fois, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Ça ne nous inscrit pas dans une logique anecdotique d'un quelqu'un qui vole un moyen pour s'éloigner. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans le flux porté par cette bande-son de ce départ. C'est pour ça que tout de suite, voilà, montage très syncopé, on va directement vers l'essentiel. Je pense que la saturation continue de la bande-son, elle dit ça exactement. Comme tout à l'heure, c'était l'eau. C'est la même chose. Maintenant, c'est le bruit de la machine. Mais c'est la même modalité d'expression sonore. On est dans la même modalité de flux, comment dire ça, compact. Il y a quelque chose de compact. Il y a quelque chose
voilà, c'est quelque chose à la fois de nébuleux, un flux compact, et qui n'est pas mis en récit, qui est brut. Voilà, on est quelque chose d'un brut, qui est proche de l'art brut. La lumière, elle nous aide aussi parce qu'on voit bien que, bon, c'est vrai qu'on est à un moment de la journée où effectivement on ne voit pas, c'est normal, hein, parce qu'on est quand même au cinéma. Tout ça n'est pas détaillé, n'est pas aligné, n'est pas tissé, construit comme ça, comme c'est quelque chose de sourd et de massif, et on est dans une espèce de désir un peu, comment dire, ambigu. C'est pas important de savoir où il va. La question ne se pose pas. Est-ce qu'il va en Italie, est-ce qu'il va en Espagne? Enfin, on peut après, soi-même, mais c'est pas le problème. C'est absolument pas le problème. Oui. Et on voit ce qu'il abandonne. Alors, évidemment, quand on était là, c'est parce qu'il y a le retournement. Hein. Là, il y a le retournement. Et tout à l'heure, on était évidemment, ça c'est le contre-champ. Donc, il va laisser derrière lui ce monde-là, cette carte-là dont tu parles, puisqu'on est dans le déplacement. On va, et puis on va vers quelque chose d'inconnu, on ne sait pas trop. C'est-à-dire quand on regarde le film, c'est long, c'est très long, c'est trop long pour être diégétique, pour être narratif, et que c'est pas ça la question. Il n'y a pas de nostalgie, du tout. Il n'y a rien qui montre qu'il quitte un lieu. Il n'est pas en train de quitter un lieu ou un autre, il est en train de traverser. Ce qu'on retient, c'est juste qu'il bouge et il traverse. Et évidemment, les chaos, le mouvement du bateau qui monte, qui descend, amène au flux brutal du son, une espèce de modulation musicale, comme une litanie, pas comme une litanie, comme quelque chose comme un chant, un peu une belle chose, comme un chant un peu mystique. Enfin, il y a quelque chose qui se répète, hein, qui se répète beaucoup et qui de façon parfois. Ce que je trouve très fort, c'est qu'on a l'impression qu'il a mis le feu à la ville.
c'est une chute de l'image aussi. C'est une chute de la représentation. C'est une chute de la représentation figurative. C'est une chute du monde, de l'espace. À la fois qui est quitté par le personnage dont il s'éloigne, mais aussi c'est une chute de la représentation cinématographique classique, puisqu'on est dans un plan noir complètement. On est, il n'y a plus rien. Alors, comme si on était tombé dans un trou. Je le dis évidemment, non pas à partir d'une métaphore que je choisis, mais je le dis à partir du film lui-même, puisque trou, il y a dans le film. Puisque, pas une seule fois, le personnage tombe. C'est en cela que le film il est intéressant et il est important. Il ressemble à beaucoup d'autres films dont on a dit que la mise en scène précède, préfigure, annonce et produit le récit lui-même. Comme celui, par exemple, de Smaïl Bahri. Expérimentation formelle, totale, abstraite, qui va conduire, porté par sa propre logique expérimentale, un récit sur la Tunisie, sur le pays, etc. Un film expérimental qui accouche d'un documentaire. C'est pas le contraire. Là, parce qu'on est dans la mise en scène, réellement. Et ce qui se passe là au niveau visuel n'est rien d'autre qu'une expression anticipée de ce qui va arriver au personnage. C'est vous dire que le film n'est pas une illustration. C'est dire que le film n'est pas l'illustration d'un récit préécrit. Et ce qui se passe maintenant au niveau visuel, il va se passer après avec ce décalage, encore une fois. Même si on peut imaginer que le personnage s'est évanoui à ce moment-là, c'est pas le problème. Mais vous allez voir, après, il va littéralement tomber dans un trou. Exactement comme l'image, cette image-là, de ce cinéma-là, figuratif, etc., va tomber dans le trou dans une, plus qu'une nébuleuse, donc quelque chose de noir, de total et absolu. Tout cela a été annoncé aussi par ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de cette image qui est à la fois confuse, compacte, image sonore confuse et compacte, qui elle-même nous annonçait déjà depuis le début de tout cela. Alors ce qui va se passer, c'est que là, à ce moment précis, Ala va avoir recours à un artiste qui lui-même, dont le travail consiste en quoi? Ça qui est intéressant, ce que nous voyons. Au-delà du sens du texte, évidemment, qui est un texte, évidemment, mystique, voilà, c'est clair, quoi. Il part du graphème, c'est-à-dire des lettres arabes écrites, telles qu'elles sont, c'est-à-dire telles qu'elles figurent le signifié, parce que c'est des signifiants. Un graphème, c'est un signifiant écrit. Hein, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prolonger la lettre pour dessiner quelque chose d'abstrait. À partir d'une lettre identifiée de l'alphabet pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction. Et ce n'est pas autre chose que faire dans son film. On va partir de formes visuelles, identifiables, des maisons, plutôt, personnages, la rue, des animaux, etc., des choses qu'on voit, et qu'il va, à la faveur de cette opération, de cette alchimie de mise en scène, aidé par cette transition-là, il va prolonger visuellement cette représentation réaliste pour tomber dans quelque chose, entre guillemets, d'insignifiant. On est dans le noir. Et ce passage-là me paraît structurant, fondamentalement structurant de l'univers même
et de la proposition au réalisme. Parce qu'il part d'une représentation de la réalité. On parlait de déplacement tout à l'heure, on est encore dans autre chose. On parlait de passeurs, on parlait de transport, on parlait d'aller d'un endroit à l'autre. Effectivement, là, on est parti dans un monde, mais pas avec douceur, dans une espèce de transe. C'est un cinéaste de la transe et de la rupture. C'est pas un cinéaste de la... Enfin, on va dire, dans le paysage tunisien, il y a des jeunes de sa propre génération qui fonctionnent autrement, qui proposent autre chose. Prenons Leïla Bouzid dans un cinéma figuratif, dans un cinéma réaliste, etc., qui, elle, déplace des choses d'un cinéma à l'autre, on le voit bien, avec la question de la filiation, mais de façon, on va dire, douce, très douce. Alors que là, on est dans les syncopes, on est dans quelque chose de très brutal, de très syncopé, il tourne le dos à ce monde-là, auquel il met feu, j'emprunte, j'épouse la promue, du fait même qu'il lui tourne le dos, il brûle ce monde. Et le feu, tu as employé le mot faux, là on revient à notre ami Bachar, parce qu'on est dans l'eau, la question du feu et de l'eau revient, vous allez voir qu'après, à la fin, le film il finit par ça. Et on tombe dans cette... alors c'est une rupture, évidemment, il le reconnaît et il l'assume dans le cinéma contemporain, le plus contemporain, incarné notamment par Berasetatko, la Péchapon dans son film Tropical Malady, dont il a dit lui-même à l'heure qu'il a, etc. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Tropical Malady, c'est un film qui est coupé en deux. C'est pas un film où il y a des ruptures. C'est pas un film où on n'est plus dans la configuration moderne, on est quelque chose au-delà de la modernité du cinéma, de la nouvelle vague, on va dire comme ça, les choses rapidement, des séquences syncopées, etc., de ce que Deleuze appelait le relâchement des chaînes sensorimoteurs d'un film. Mais pas, il y a de cela, le relâchement est clair, il est même poussé jusqu'à la transe, c'est un relâchement qui va jusqu'à la transe, qui aboutit à la syncope. Du fait de dilatement du temps, de cette litanie de l'image qui revient, de cette obsession de la visuelle, de cette saturation répétitive de la bande-son, on est donc qui aboutit à une rupture, chaque fois, brutale, forte. Et là, alors tu parlais précisément tout à l'heure de renaissance. De cette chute-là, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il va arriver ce qu'on va voir là maintenant, avec un plan très très large. Alors, est-ce que c'est une illusion d'optique? Est-ce que je me... Alors, c'est un plan très très large. Évidemment, le film s'ouvre sur un espace immense, où notre personnage réapparaît émergeant de l'eau, mais sur le mode de la duplicité. Il n'est pas un. J'en vois deux. Il est seul. Et là, alors, je ne sais pas si c'était seul, je ne sais pas, après tu nous diras, Alain, comment il a fait, je ne sais pas. Mais moi, je vois cette duplicité signifie pour moi pas seulement une naissance, mais une renaissance, c'est-à-dire deux. Hein, d'ailleurs, cette histoire du deux qui se transforme en un, c'est une équation, enfin, je veux dire, qui est dans tout le film, quoi. Les deux qui se transforment en un, va dans tout le film, et est structuré comme ça. Un peu avant, et puis après, vers la fin, c'est deux qui finissent par une espèce de fusion dans l'unité. Voilà. Donc on se dit, mais putain, il est seul tout d'un coup, il a accouché de quelqu'un d'autre. C'est pas... Et puis, évidemment, sur le même type de montage, on ne va pas s'approcher lentement, hein. Voilà,
Évidemment, très vite on est dans le bateau. Naufrage, on n'est plus du tout dans une trajectoire déterminée, prédéterminée, tracée. On est dans une espèce d'abandon. Et là, on voit apparaître le personnage qui va sortir de la matrice de cette. Donc, voilà, cette naissance, vraiment, elle est évidente, elle est claire. Alors, c'était peut-être tout à l'heure du bateau, mais peu importe, c'est évidemment, ça c'est des choses qui sont évidentes. Hein. C'est de l'eau, il y a une connaissance du parcours de l'eau, une végétation touffue, voilà, tout ça c'est simple. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui va lui arriver à ce moment-là, sur lequel je finirai, c'est rapidement à passer au débat. Il y a une conception d'adversité, c'était très particulier parce que l'adversaire n'existe pas, alors qu'il est tout le temps en état de... Je reviendrai là-dessus par rapport à ses yeux, à son expression. On a l'impression qu'il est tout le temps en état de combat contre un adversaire qui n'arrive pas.
d'une colline, et en même temps, son regard il est porté de plus en plus vers le ciel. Il y a à la fois une montée, c'est drôle, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une montée, et en même temps, paradoxalement, une chute qui va arriver. Évidemment, qui fait référence à ces tas de choses. Voilà, là, il est en train, vous voyez, qu'il monte, et qu'il est en train de faire des efforts pour arpenter cet espace. Dans un endroit où la boussole qu'il va tirer de sa poche ne lui servira plus à rien. Ça, c'est quelque chose de très important par rapport au territoire et à l'espace, parce que ça fait un moment qu'on ne sait pas où on est, et encore moins où se trouve le nord, où se trouve le sud, où se trouve l'est, où se trouve l'ouest. Donc, du coup, il y a des objets qui n'ont plus aucune, regardez, utilité, qui ne peuvent plus servir à rien, et dont on ne peut que se débarrasser. Et ça, je vais juste insister là-dessus avant de finir. Donc, jette la boussole, c'est un geste. Vous voyez bien que, alors ça, c'est peut-être pas la mise en scène, hein, il n'est pas dirigé, je m'en fous, mais Alain me dira après. Mais ces objets dont il se délaisse, c'est ça, dont il se débarrasse, voilà, d'orientation de l'espace. Presque décidé à explorer selon on ne sait quelle boussole intérieure, je ne sais pas, un espace dont il n'arrive pas à identifier qui est le nord du sud. Pas du tout dans la carte géographique là. Et alors, là, il arrive quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est le pendant narratif, c'est l'expression narrative de ce qui s'est passé avant, tout simplement. Le récit, ce récit-là, il a illustré la même idée. Je parle de l'idée du film, je ne parle pas de l'anecdote. L'idée du film, c'est ça. C'est cette le voyage, ce voyage en transe qui a abouti à une chute. Ça, on l'a vu, on l'a senti, ça a été exprimé. Ça a été exprimé visuellement, et maintenant, eh bien, le personnage le reproduit au niveau du récit. Alors, encore une fois, cela nous conduit aussi à cette manière de voir la réalité, de voir l'espace, que déjà dans Khalif, dans le stade et dans Babylone, c'est le fait d'aller dans un endroit où se déconstruit complètement l'espace reconnaissable, identifiable, pour se perdre dans un lieu qui est un non-lieu, où le personnage va passer beaucoup de temps à se perdre, sans que forcément, au bout de cette traversée, on construise quelque chose, comme si le destin c'était ça, que ce destin c'était cette chute-là. Alors évidemment, moi ça nous ramène au cinéma, l'histoire du cinéma mondial, hein, on n'est pas simplement là moi je pense tout de suite évidemment Stromboli, je pense à Ingrid Bergman qui arpente, s'éloignant du village, la montagne, mais elle a une adversité. C'est ça qui est intéressant dans le changement, dans l'évolution de l'histoire de cette Méditerranée à travers le cinéma et à travers les cinéastes qui sont en train de nous dire ce qui se passe aujourd'hui. Elle se débarrasse, rappelez-vous, de ce film, à mesure qu'elle monte l'escalade de la montagne, parce qu'elle veut traverser, elle veut aller de l'autre côté. Elle n'a pas traversé la mer, elle est venue par la mer, mais elle a
elle pouvait pas. Elle pouvait pas. C'était horrible, la scène de pêche, rappelez-vous. Elle a choisi un autre. Et elle se débarrasse petit à petit en se dépouillant des restes de ce qu'elle porte comme personnage social, avec sa valise, etc., jusqu'au moment où elle arrive à une extrémité de type un peu de même genre, comme une espèce de sainteté laïque. Là, on est une espèce de transe, j'allais dire mystique, où elle dit c'est horrible, c'est merveilleux. Dans une espèce de presque érotisation de l'espace, dans une rencontre avec la folie. Là, on est dans quelque chose d'encore plus loin. On va plus loin. On va plus loin dans la mesure où cette montée, elle se fait, comme nous l'avons dit, à la fois sur le mode de la transe et de la chute. Et de la chute, mais très brutale. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé quand il est tombé. Et puis, il va évidemment repartir, il veut ressortir de cette... Mais ça va être tout le temps, à chaque fois, un voyage sans terme. Un voyage... on est dans une post-Robinsonade, on n'est pas dans la Robinsonade, on n'est pas dans le truc de Michel Tournier. On n'est pas dans une Robinsonade existentielle. On n'est pas dans une lecture existentielle de la Robinsonade, on est dans une Robinsonade d'un autre type. Alors, ce qui est intéressant ici, à mon avis, par rapport à ce que disait, parce que j'essayais de moduler ce que je dis par rapport à ce que ça disait par rapport au déplacement, c'est que on n'arrête pas de penser aux brûleurs, à l'immigration. Évidemment qu'il est question de cela. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui me paraît intéressant par rapport à tous les films que nous avons vus, qui sont aussi... Ce film, c'est une fiction qui va vers le documentaire. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire, oui, c'est un film de fiction. C'est un film de fiction, mais et qui n'est pas non plus une fiction réaliste. Mais évidemment, on a constamment en tête l'idée de toutes ces personnes qui traversent dramatiquement, qui s'engouffrent, qui se perdent. Alors on peut l'interpréter de façon plus simple comme ça. On peut dire que Aladdin, il a juste continué à travers une hypothèse cinématographique, un fantasme personnel, ce qui arrive aux immigrés quand ils se noient dans l'eau. Et il a prolongé sur le mode hypothétique, en transfigurant la réalité. Comme l'artiste qui, à partir des lettres, dont il a pensé qu'elles s'étaient limitées, parce qu'elles révélaient à des signifiés précis, des contours, afin d'ouvrir l'espace de tous les possibles, comme tu le disais tout à l'heure. Et cette forêt va devenir effectivement le lieu de cette, non pas résolution, mais dissolution, puisque on va le voir constamment depuis tout à l'heure, non pas dans la forêt, mais faisant de plus en plus partie de la forêt comme un élément végétal lui-même, qui ressemble un peu à un animal et on fait de plus en plus à un végétal. Et il y a des moments où d'ailleurs il colle à l'arbre. Et je pense que c'est pour cela que cet escargot collé à l'arbre, là, c'était un moment de révélation ou de quelque chose qui va lui-même lui arriver. C'est son destin qu'il voit à travers cette forme-là. Et il va effectivement se dissoudre dans ce monde-là. Et la proposition, elle est là. Nonobstant le côté noir du film, dur, on est dans une proposition esthétique cinématographique qui transcende la dure réalité qui est la nôtre de tous ceux qui ont ce désir fort de traverser, de passer d'aller de l'autre côté, et qui se noient dans l'entre-deux pour suggérer un voyage qui est proche effectivement du voyage mystique,
vers quelque chose d'autre qui est extrêmement contemporain, où le végétal, le minéral, l'animal, l'humain se conjuguent à la faveur de mille et un possibles narratifs. Voilà. C'est comme ça que je vois ce film, qui n'est pas simplement, comme on pourrait le croire, une espèce de jeu formel, un peu pour faire un peu pas comme les autres, de ne pas raconter des histoires, et puis de jouer avec les formes, et de dilater le temps, un peu pour faire un peu à la Antonioni, etc. Je pense que c'est une proposition politique, forte, importante, une recomposition de l'espace, de cet espace étriqué dans lequel nous sommes, et qui, à la faveur de ce transport qui nous procure un plaisir immense, douloureux, mais immense, une proposition politique forte, importante, qui nous mène très très loin, à la fois dans l'imaginaire politique, mais aussi dans ce que pourrait être le cinéma de demain.